Ceci est mon histoire. Partie 1. Une mort bien lente. Vivre avec un manipulateur pervers narcissique est semblable à vivre comme un condamné à mort qui doit subir les pires tortures jusqu'à sa dernière heure. Le supplice de la goutte d'eau est une de ces techniques de torture qui consiste à immobiliser un condamné à mort et laisser taper une goutte d'eau à intervalles réguliers sur le front de celui-ci jusqu'à ce qu'il oublie la raison même de sa condamnation. Le malheureux meurt à petit feu de soif, de douleur, et surtout d'épuisement mental. On se demande alors à quoi pense le condamné dans cet état d'extrême souffrance. Cette douleur s'arrêtera-t-elle un jour ? C'est la même question qu'une victime se pose dans son quotidien avec le manipulateur pervers narcissique. La joie ne dure jamais 24 heures, la tristesse non plus. On perd son souffle, et on le retrouve. On reçoit un câlin, puis une claque. On est à la merci de l'autre, une douleur interminable. On la connaît déjà cette douleur et on essaie de vivre avec elle comme avec son ombre. Le prédateur et sa proie sont comme pris dans une spirale qui se transformera progressivement en volcan et les consumera tous les deux. Tandis que le bourreau met tout en œuvre pour détruire sa victime, celle-ci lutte farouchement pour survivre. Qu'il le veuille ou non, chacun d'eux n'aura de répit qu'une fois qu'ils seront séparés soit par la rupture soit par la mort. Si l'on croit Platon, l'intuition est le meilleur des guides. Malheureusement, j'ai ignoré cette voix qui hurlait en moi et je me suis laissé dominer par le rêve enfantin qui veut que le prince fasse une entrée spectaculaire, couronne à la main, et qu'il la pose sur la tête de sa bien-aimée en guise de son amour et de son respect incommensurable. Mon prince est effectivement apparu avec une couronne à la main, pour moi. Mais cette couronne avait quelque chose de spécial, elle semblait aussi visible qu'elle était invisible, aussi proche qu'elle était éloignée. Je ne pouvais pas la décrire. Ce n'est qu'une fois qu'elle m'a été posée sur la tête que j'ai commencé à ressentir ces épines qui me transperçaient la chair. Chaque fois que je voulais arracher cette couronne de ma tête, la douleur était atroce, je finissais par me convaincre que je n'avais pas d'autre choix que de la garder. J'ai choisi de me concentrer sur certaines évidences et d'en négliger d'autres. J'avais 19 ans et lui 23. Il était constant sur ce qu'il voulait, moi. Il acceptait le fait que j'ai déjà un contrairement à beaucoup d'hommes de chez nous. J'ai eu peur d'attendre. J'ai eu peur de patienter. Je n'ai voulu écouter personne. Je n'ai pas voulu écouter ma voix intérieure. J'ai pris ses brusques accès de jalousie pour un excès d'amour. J'ai pris sa traîtrise pour de la maladresse. Pour moi, c'était la conséquence de mes propres craintes concernant le mariage qui m'empêchait de vivre sereinement l'idée du mariage. J'avais toujours voulu me marier après 30 ans. Je me disais qu'à cet âge-là, on savait ce qu'on voulait. J'avais peut-être raison, ou peut-être pas. Je connais des couples qui se sont mariés bien avant la vingtaine et qui vivent toujours très heureux ensemble. Bref, l'âge auquel on se marie, bien qu'il faille en tenir compte, n'est pas le facteur déterminant dans la survie du couple, la concordance des valeurs l'est. L'autre avait battu tous mes autres prétendants par sa persévérance et son intelligence qui pour moi, était fondamentale. J'ai toujours craint de finir avec un homme qui ne m'enseigne rien du tout. Il a lutté pour moi, il ne me voulait que du bien. Il méritait que je donne une chance à notre rêve. Alors, j'ai arrêté de lutter pour les choses que je voulais vraiment et je me suis contentée de celles que je croyais acquises. Quand j'ai accepté que nous reprenions nos projets où le brouillard m'avait fait m'arrêter, l'autre tenait ma main et dirigeait nos pas. Il m'a présenté à son nouveau modèle, son oncle prédicateur, cet homme dont la foi berçait toute sa famille. En sa présence, je me sentais en sécurité. Je n'avais plus de raison de m'inquiéter. Notre couple avait enfin son guide. J'étais soulagée car cela faisait des mois que l'autre refusait de rencontrer le pasteur de l'église que je fréquentais et même les personnes avec lesquelles je priais. Même si j'étais gênée, je ne voulais pas que cela soit une occasion de discorde entre nous. On pouvait désormais louer et prier avec son oncle, je m'en suis contentée. L'autre a aussi acheté une clé Wi-Fi pour mes recherches. J'étais l'une des rares étudiantes qui pouvaient faire leurs recherches étant dans le confort de leur chambre contrairement aux autres qui allaient dans des cybercafés. Il a ouvert un compte bancaire pour mes besoins personnels. Il a voyagé pour ses études. 2 ans plus tard il a tenu sa promesse. Il est revenu m'épouser. Il a organisé un mariage digne d'un conte de fées dans un hôtel luxueux. Puis, il m'a amené avec lui au Canada où nous vivons toujours très heureux. J'aurais tant voulu que ce soit ça l'histoire.
Malheureusement cette facette est juste un beau résumé du rêve que l'autre m'avait vendu car plus on avançait, plus je me sentais impuissante face à ce partenaire qui petit à petit s'est érigé en mur devant moi, non pas pour me protéger, mais plutôt pour m'empêcher d'avancer. Les anneaux de l'autre se sont succédés à mon doigt, des fiançailles au mariage, ils jouaient le même rôle. Au lieu de me rendre fière, ils m'ont brûlé le doigt. J'étais tellement fiancée que je n'ai pas osé rompre mes fiançailles. J'avais tellement rêvé que j'ai préféré attendre l'accomplissement de ses rêves. Le rôle de prince charmant qu'il avait incarné pendant la lune de miel m'avait tellement marqué que chaque jour j'évitais de contrarier le monstre en espérant que mon prince revienne bientôt. C'est ainsi que j'ai fermé les yeux sur la réalité. Je n'ai jamais vu ou reçu d'informations sur le fameux compte qui devait m'aider à subvenir à mes besoins. Bien au contraire, à chaque fois que j'avais des soucis financiers que j'exprimais à l'autre, il me le faisait regretter avec ses paroles. Mes anniversaires étaient des jours comme d'autres. Je ne gère pas les choses comme ça, disait-il. Pour ma soutenance et ma cérémonie de sortie d'école, l'autre a dit, je n'ai pas, en parlant d'argent bien sûr. Pour ces deux occasions importantes, il s'est manifesté quand je ne migrais qu'attendais plus, la veille. Cela ne me laissait pas de marge de manœuvre pour mes préparatifs. Fort heureusement, maman était toujours présente, ma belle famille aussi, quand elle est entrée en jeu. J'ai cru qu'il agirait toujours ainsi. Ça ne m'a pas alarmé car comme on dit souvent, mieux vaut tard que jamais. J'ai assimilé cette attitude au syndrome de la dernière minute. Une fois, ma petite tante, la Benjamine de maman avait été renvoyée de l'école des infirmiers pour n'avoir pas complété sa scolarité. Il fallait impérativement payer la somme de 50 000 francs. Ma grand-mère étant à peine retraitée d'un poste sans assurance pour la retraite, ne pouvait rien pour sa dernière fille. Elle était mariée à un digne polygame Bamileke, des temps d'Aïdjo. Elle s'était épuisée dans l'éducation de ses 9 enfants, moi y compris. Ma mère le lui avait bien rendu en ayant une tumeur au cerveau juste après sa licence en espagnol. Ses petits frères et sœurs, tous détenteurs les uns des maîtrises et les autres des masters l'avaient suivi en fondant le syndicat des toujours admissibles au concours mais toujours recalés aux oraux, Tactro. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai fait part de la situation à l'autre. Penses-tu que toutes mes cousines ont fréquenté? Pour moi, c'était bien la dernière fois que je lui parlais d'argent. Lorsque maman a vu sa tumeur récidiver 2 mois avant mon mariage et j'ai cru que je devais la perdre, l'autre a fait profil bas. Je ne lui en ai pas voulu. Après tout grand-père, grand-mère et l'oncle docteur de maman avaient vite fait de réunir la somme demandée pour son opération. À nos jours, je ne sais toujours pas comment ils s'en sont sortis. L'autre agissait comme si sa future belle-mère était en balade à l'hôpital. J'avais dû le supplier pour qu'il passe un coup de fil à l'hôpital. Je savais déjà ce qui l'inquiétait et je l'ai rassuré. C'était bizarre mais je croyais encore qu'il avait des limites. Cette douleur que je m'efforçais de réprimer s'est imposée à mon âme lorsque quelque temps après le mariage l'autre a trahi M, sa confidente d'autrefois. Enragée, M m'a dit pourquoi l'autre était resté discret et réservé pendant l'opération de maman. Je le savais déjà au fond de moi, mais le fait qu'il l'ait dit à un tiers de façon éhontée, m'a dévastée. Ne lui dis pas combien il y a sur mon compte. Je ne veux pas qu'elle me demande d'envoyer de l'argent à l'hôpital pour sa mère. Elle était mon amie et je la considérais comme une grande sœur. Elle avait des défauts que je parvenais à tolérer. Même si nous n'avions pas les mêmes visions de la vie, je l'aimais et je la respectais. Elle disait détester l'autre. Pour elle, l'autre ne me méritait pas. Je ne voulais pas savoir sur quoi elle se basait. Son opinion, je m'en fichais. Quand l'autre est devenu étudiant international, sa première victime a été elle. J'avais plus confiance en elle qu'en l'autre. Elle me passait des bons jours de la part de mon fiancé. Il passait de longs moments à échanger en ligne. Entre mes cours à l'ENS et à l'université, et le temps que je consacrais aux élèves que j'encadrais, je n'avais pas de moment de répit. J'étais soulagée que ma meilleure amie et mon fiancé s'entendent enfin. Puis, un jour à l'amphithéâtre de l'ENS, j'ai trop pris à cœur mon rôle de chef de groupe. Nous avions une présentation à préparer et elle semblait tirer le groupe vers le bas. Je l'ai sommée de plus s'impliquer dans le travail du groupe et là, elle a vidé son sac. C'était notre seule dispute mais ce qu'elle m'a dit a scellé le destin de notre amitié à tout jamais. Tu es jalouse de moi parce que je suis plus belle que toi. Ton fiancé me fait la cour et il m'a dit que tu es frustrée par mes fesses.
Ces mots proférés devant les camarades m'ont coûté cette amitié que je ne saurais regretter. Malgré les initiatives prises par nos camarades et enseignants pour nous rabibocher, l'image d'une amie qui essaya de me briser en public ne me quitta point. Je l'ai rayée de ma mémoire même si je savais qu'elle n'était pas la seule responsable. J'avoue qu'elle avait une belle paire de fesses et l'autre m'avait plusieurs fois taquiné en disant « Les fesses de ton ami là, c'est la mort ». Voyant que je ne me sentais pas moins bénie avec les fesses que j'avais, l'autre a choisi de rapporter le contraire à elle pendant leur moment de flirt. Mais le fin mot de l'histoire était qu'elle le harcelait. Soit. Durant ma dot, vu que l'autre n'était pas encore au pays, il mandata sa sœur. Ma famille fut déçue comme toutes les familles africaines durant ces cérémonies de dot. C'est l'occasion ou jamais pour chaque oncle et tante de se sentir considéré par la future mariée. Même si on dit généralement que la dot est symbolique, l'ère où l'on n'attribuera plus la valeur de la dot à la valeur de la future mariée est encore à venir. Nos familles attachent tellement d'importance à la dot que certaines ruinent les futurs mariés sans le savoir. Mais bon, cela est un débat pour les initiés. Après cette dot que mon grand-père assimila à une image répugnante que je préfère éviter de représenter ici, maman ne tarda pas à exprimer son mécontentement dans une lettre adressée à ma belle-sœur. Ma très chère. Je viens par le biais de cette lettre te saluer et te signaler mon désarroi ou alors ma déception par rapport à la dot de ma fille. C'était un fiasco. Il y a eu trop de manquements, toutes les couvertures avaient 1 mètre, les enveloppes portaient 5000 francs, les assiettes des mamans du village ont été ignorées pourtant la coutume est la même dans toute la région. Il n'y avait pas de bière ni de simple vin de palme. Pour ma part, c'est une injure, voire une dépréciation non seulement de ma fille que vous voulez épouser, mais aussi de la famille sur laquelle elle a toujours su compter. Ma grand-mère, représentée par mon cousin, le docteur, est celle qui a bercé ma fille pendant que j'allais à l'école. Et ce cousin m'a également hébergée quand j'étais étudiante. Il continue d'ailleurs à me soutenir dans mon état actuel. Mérite-t-il une couverture d'1 mètre et une modique somme de 5000 francs? En égard à tout ceci, je vois que votre famille ne s'est pas préparée pour la dot de ma fille. Je préfère donc que cela soit renvoyé à des années plus tard. Ma fille pourra alors aider à faire sa propre dot comme j'ai vu des personnes faire. Elle saura apprécier mes parents à leur juste valeur. Ma très chère, excuse-moi d'être si longue. Je pense que tu sauras expliquer à ta famille ma préoccupation. NB, il n'y a pas eu de dot. Il est bon qu'on oublie la dot pour le moment et on passe directement à la mairie. Je t'embrasse. J'étais dans une situation compliquée. Je devais garder mes avis et mes sentiments pour moi-même. Je savais que la personne devant laquelle je pourrais m'exprimer et qui me comprendrait n'était pas là. Tandis que les uns et les autres s'enflammaient par rapport à la lettre de maman, je me concentrais sur mes études tout en étant confiante que mon homme atterrirait avec toutes les solutions. Ce serait nous deux contre les 2 familles. Dès son atterrissage, il m'a dit « Je n'ai même pas 5 francs à ajouter à ta dot. Si ta mère dérange, je prends le prochain vol. » Cette phrase ne m'a pas ratée. J'ai réalisé que le protecteur que j'attendais n'atterrirait pas. Du haut de mes fiançailles, où j'étais restée perchée, j'observais la scène comme si j'étais sous anesthésie. Mon mariage a été annulé par ma belle famille parce qu'elle se sentait insultée par ma mère. Ma mère quant à elle ne voulait plus entendre parler de cette famille qui ne supportait pas la critique. Elle voulait encore moins entendre parler de ce futur gendre qu'elle n'avait même pas encore rencontré en personne. J'étais déçue par l'attitude de l'autre, qui laissait croire que pour qu'il m'épouse, ma mère devait le supplier. Il tenait ma mère pour responsable de la situation. Cette lettre qui surlignait de façon limpide les manquements de la dot, loin de l'inciter à rectifier le tir, l'a plutôt poussé à se braquer. À ce point, j'ai décidé d'accepter que mon mariage n'aurait pas lieu. C'était difficile d'expliquer toutes ces choses à mes invités. J'ai juste fermé mon téléphone. Grâce à l'intervention de l'oncle de l'autre, cet oncle dont la présence a toujours su me rassurer, l'autre a fait ce qui pour moi semblait logique. La seule chose qu'il aurait dû faire depuis son arrivée pour m'éviter le désagrément d'un mariage annulé. Il a pris les choses en main. 3 semaines après la date initialement arrêtée pour le mariage, il est venu me voir. Il ne lui a pas fallu 24 heures pour me convaincre. J'ai pris l'avion pour me marier, m'a-t-il dit. Je vais me marier. Rien ni personne ne va m'empêcher de me marier avec toi.
J'ai pris cela comme un défi. Face à sa fille déterminée, maman n'a pas fait la difficile non plus. Les choses se sont remises en place. Il y a des invités qu'on ne saurait inviter 2 fois de suite pour un même événement. J'ai établi une nouvelle liste d'invités comprise de ma famille et quelques amis très proches. Je contemplais le bout du tunnel avec satisfaction. J'étais loin de me douter que la lumière que je voyais au loin était en réalité les phares d'un train qui fonçait sur moi à pleine vitesse.